Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous... J'espère qu'il n'y a pas trop d'écho. Non, c'est bon? Parfait. Je vous laisse encore un peu de temps pour vous installer. Alors, vous êtes sur le focus aujourd'hui qui s'appelle « Financer l'adaptation et l'atténuation du changement climatique ». Et nous allons parler de crise et de rupture, puisque c'est un peu le fil rouge de ces entretiens, puisque les crises sont multiples aujourd'hui, à la fois avec le changement climatique, il y a aussi l'incertitude financière, il y a également le blocage démocratique, et ces crises, elles touchent l'aménagement du territoire et la promotion immobilière de plein fouet. Cependant, il existe des solutions pour essayer de faire émerger de nouveaux modèles qui permettent quand même de financer l'adaptation au changement climatique dans les opérations. Et c'est ce dont nous allons parler avec Elena Koblans, qui est docteure en géographie sociale, à terre en urbanisme et géographie à l'Université Paris-Nanterre, et Benoît Billy, architecte urbaniste associé, directeur de projet urbain chez Devilliers et Associés. Nous avons aussi avec nous Laura Astier, qui est chargée de mission économie circulaire BTP, de la direction de l'aménagement et des déplacements chez Est Ensemble. Et enfin, nous aurons Véronique Levildier, directrice du territoire Grand Paris Ouest, Grand Paris Aménagement, et Emmanuel Roland, qui est président de Care Promotion. Donc, Alena et Benoît, je vais vous laisser la parole. Vous allez nous parler de financer la transition énergétique dans le projet urbain. Et pour ça, parler de surcoûts, de bénéfices, de recomposition organisationnelle, en prenant un exemple, la ZAC Étoile à Annemasse. Voilà, merci. Alors, je ne sais pas si ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, d'abord, merci pour cette opportunité de vous parler un peu de la recherche qu'on avait fait avec LNSI, qui est avec moi dans le public, qu'on avait fait grâce à l'ADEME et où on s'est globalement intéressé à la question d'intégration de la transition énergétique dans les projets urbains, d'aménagement urbain. Et la question qu'on vous propose aujourd'hui ici est beaucoup plus resserrée pour parler finalement comment la transition énergétique, comment elle impacte, comment on l'intègre dans le montage financier des projets urbains. Comme Amandine, elle vient nous dire, on va vous parler du cas de ZAC. Alors oui. Voilà. On va vous parler du cas de ZAC Étoile, Annemasse Agglomération, une des études de cas qu'on avait menées dans le cadre de ce projet. Et pourquoi? Parce qu'on trouve finalement que c'est le cas le plus intéressant. Il montre très bien tous les enjeux qui sont liés à la transition énergétique et les questions qui sont liées à son financement. Et avant que je passe la parole à Benoît, qui va nous parler un peu plus en détail du projet lui-même, je voudrais proposer deux constats à partir desquels on va essayer de construire la réponse à la question comment donc on finance la transition énergétique. Donc le tout premier, c'est finalement lié qu'est-ce que c'est la transition énergétique, comment nous on l'a appréhendé, en quelle action finalement elle consiste. Donc dans le projet, on s'est beaucoup intéressé à l'articulation entre deux échelles, l'échelle du bâtiment et l'échelle du projet d'aménagement lui-même, donc l'échelle de quartier si vous voulez. Et suite à l'étude de différents cas et les entretiens qu'on avait fait avec les opérationnels d'aménagement, on avait donc identifié trois types d'actions qui sont très récurrentes et qu'on voit apparaître partout. Donc le premier, la réduction de consommation énergétique, donc à l'échelle du bâtiment. La deuxième, on va essayer d'intégrer les énergies renouvelables à nouveau à l'échelle du bâtiment. Et dans un troisième cas, on va essayer de passer par territorialisation de la production d'énergie. On va mettre en place des réseaux de chaleur ou des réseaux photovoltaïques. Je vais en parler tout à l'heure. Le deuxième constat, il faut poser deux conditions, on va dire, qu'on a souvent identifiées comme des conditions qui vont permettre à la transition énergétique finalement être présente, avoir lieu dans les ambitions des projets qui sortent. Donc la première, on va avoir le soutien politique qui est là depuis le début jusqu'à la fin. Donc depuis la conception, pendant la réalisation et puis même dans le suivi du projet une fois que le projet il est livré. Elle peut se manifester de façon différente. Dans le cas de la ZAC Étoile, c'était notamment la collectivité qui avait assumé son choix politiquement de choisir un projet très ambitieux. Elle a même pris les risques en y participant financièrement. La deuxième condition,
On va parler d'un contexte plutôt territorial qui se montre favorable à trouver un montage équilibré. Et cela consiste finalement à rassurer les opérateurs immobiliers pour qu'ils participent à ces opérations. On va avoir trois différents volets, trois différentes mesures d'ajustement des montages financiers. Donc le premier, ça va être le prix de foncier. Le deuxième, on va avoir un marché immobilier qui est dynamique et qui va permettre éventuellement à ces opérateurs qui produisent des logements en accès libre d'avoir le prix élevé. Et le troisième, c'est évidemment la densité, donc les mètres carrés de surface de plancher qui sont à construire et qui sont à vendre. Voilà, merci. Je te passe la parole, Benoît. Merci, Alena. Donc, pour vous présenter un peu le cas concret de la ZAC Étoile à Annemasse, quelques mots pour vous présenter ce quartier. C'est une ZAC qui est à cheval sur 3 communes, Annemasse, Ambilly et Ville-Lagrand, qui forment le cœur d'agglomération d'Annemasse. La vocation de ce projet, c'est de constituer et d'asseoir le cœur d'agglomération de ce territoire. Et le fait initiateur de ce projet, c'est l'arrivée du Léman Express, qui est ce premier RER transfrontalier entre Annemasse et Genève. Donc on est dans un territoire qui a une particularité liée à ce contexte transfrontalier. C'est un projet qui se veut assurément urbain, dans lequel il y a une certaine densité qui est assumée, qui s'inscrit aussi dans une réflexion portée par la collectivité sur la manière d'urbaniser aussi le territoire à plus grande échelle et notamment les zones périurbaines. C'est donc un quartier qui est composé de 165 000 m² de surface de plancher sur une vingtaine d'hectares autour de la gare. Très vite, il y a une ambition qui a été posée par les élus de l'agglomération et c'est ce qui a permis aussi de tendre vers l'ambition de ce projet. Une première ambition qui est une ambition autour de la programmation, puisque c'est un quartier qui mixte 60% de logements et 40% d'activité en termes de programmation. Et sur la programmation logement, on a un tiers d'accession libre, un tiers de logements dits abordables et un tiers de logements sociaux. Ça a vocation aussi à répondre aux problématiques du territoire auquel il fait face liées à ce contexte très particulier. Une fois qu'on a dit ça, il y a une ambition qui est également portée par la collectivité et qu'on a proposé dès le départ quand on a gagné le concours de maîtrise d'œuvre en 2013, donc ça remonte. Et très vite, il y a eu la question de l'ambition environnementale qui a été posée par la collectivité, mais on n'a pas voulu la faire au détriment d'autres considérations, comme le confort d'usage lié au logement notamment, ou la qualité architecturale dont a besoin ce territoire. Et donc finalement, le projet, c'est un équilibre assez subtil entre ces trois exigences qu'on a voulu équilibrer. Mais dans chacune d'elles, en poussant les curseurs assez haut, pas à leur maximum, pour pouvoir laisser aussi de l'ambition à chacun des thèmes qu'on souhaitait porter sur ce territoire. Et qui avait vocation aussi à répondre à la problématique auquel fait face le territoire. Donc sur la question environnementale, évidemment, elle est largement abordée sur tous ces thèmes, notamment sur la sobriété, l'impact carbone et la biodiversité, mais la première porte, c'était celle de l'énergie. Très vite, on a voulu travailler sur plusieurs leviers, et c'est l'association de ces trois leviers qui nous a permis aussi de rendre opérationnelle cette stratégie. Avec notre partenaire, le bureau d'études INEX, on a donc travaillé sur plusieurs leviers. Le premier levier, c'est de travailler sur la sobriété et l'efficacité énergétique des bâtiments, donc avec une attention particulière qui est portée sur l'enveloppe des bâtiments et leur isolation, qui va au-delà des réglementations en vigueur. Donc il y a 10 ans, quand on était en RT 2012, par exemple, le seuil qui était visé, c'était la RT 2012 moins 30%. Aujourd'hui, en RE, on a adapté évidemment les exigences. Donc là, on vise aujourd'hui la RE seuil 28, et puis on va augmenter d'un seuil prochainement. Donc un travail sur l'enveloppe des bâtiments. Donc ça, c'est porté par les opérateurs immobiliers, cette exigence, les promoteurs, les bailleurs.
Deuxième volet d'action, c'est la mise en place d'un réseau de chaleur urbain à l'échelle du quartier et au-delà. C'est-à-dire que c'est le quartier qui a permis d'initier le réseau de chaleur urbain. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, à l'échelle du quartier, dans la mesure où on avait des bâtiments très bien isolés, le réseau de chaleur n'était pas extrêmement efficient d'un point de vue économique. Et donc ça a été aussi l'occasion, à travers le réseau de chaleur de la ZAC, de l'étendre sur les communes et les territoires alentours pour raccorder des vieilles copropriétés avec des chaudières gaz ou fuel et les équipements publics. Donc finalement, l'action de la ZAC a été bénéfique aussi au-delà du périmètre de la ZAC et à l'ensemble du territoire. Le réseau de chaleur est évidemment initié par la collectivité via un délégataire. Et sur ce réseau de chaleur, on a visé un taux d'ENR de 80%, ce qui était important. Et c'est là aussi une clé, donc réseau de chaleur financé par le Fonds Chaleur, évidemment. C'est une clé, en fait, pour tendre vers l'exigence du quartier. Et puis enfin, on a travaillé sur la production énergétique qui vient compenser les consommations primaires du quartier avec un champ photovoltaïque sur certaines toitures du quartier. Et c'est l'association de ces trois actions qui nous permet en fait de dire qu'on est à un quartier à énergie zéro, dans lequel finalement on compense par la production les énergies nécessaires au fonctionnement du quartier. Pour ce faire, il y a évidemment une gouvernance forte du projet qui allie évidemment la collectivité, l'aménageur Urbanera et la maîtrise d'œuvre urbaine et technique. Sur le réseau de chaleur, donc comme je le disais, c'est un réseau qui est porté par le SIAN, qui est le syndicat énergétique de Haute-Savoie. Il est déployé sur les deux communes. Et puis sur la stratégie photovoltaïque, l'idée initiale, c'était de faire appel à un opérateur unique sur le quartier. Consultation qui a été lancée et qui avait désigné Legendre Énergie lauréat. Malheureusement, il y a eu à cette époque-là un changement législatif, réglementaire, qui ne rendait plus l'énergie photovoltaïque produite en quartier compétitive. Et donc l'opérateur s'est retiré. L'aménageur Urbanera a procédé à la recherche de nouveaux opérateurs. Le schéma a quelque peu évolué, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus un opérateur unique qui est fléché sur le quartier, mais les opérateurs immobiliers sont libres de consulter l'opérateur de leur choix. Pour autant, la première phase de l'opération, qui est assez conséquente, aujourd'hui, on travaille avec un opérateur qui est Cyrenison et qui a un contrat de préférentiel sur les toitures du quartier à travers des baux de location sur 30 ans et qui va lui permettre de déployer donc les toitures photovoltaïques sur l'ensemble du quartier. Dans un but aussi d'autoconsommation, avec la création d'une communauté locale d'énergie, autoconsommation avec une revente de l'énergie à moins 10, moins 15% du prix réglementé, donc ce qui permet d'être aussi incitatif pour l'ensemble des opérations. Donc sur ce troisième volet, en fait, il est porté par un tiers investisseur sur l'opération, ce qui permet aussi de décharger, d'enlever cette charge financière aux opérateurs immobiliers, sans quoi finalement la production énergétique photovoltaïque n'aurait peut-être pas été développée sur le projet. Merci beaucoup Benoît pour tous ces détails. Donc, on avait essayé un peu synthétiser dans ces tableaux les différents modèles, les différents moyens de financement de cette transition énergétique qu'on avait pu observer dans les projets. Donc, dans un premier temps, ce qu'on voit en couleur bleue, on voit une intégration dans des montages financiers des opérateurs immobiliers, des coûts qui sont liés à des actions notamment de réduction de consommation énergétique à l'échelle du bâtiment, voire celle des quartiers quand il s'agit de la conception bioclimatique. Cela donc revient finalement un peu comme un poids sur le potentiel sortie de prix de logement en accès libre, où cela peut freiner d'autres ambitions qui sont évidemment portées aussi par les projets urbains. Il n'y a pas que l'énergie qui compte. Et donc on peut prendre même la proportion de logements abordables finalement qui peut se retrouver un peu impactée par cette fait.
Ce qu'on voit en couleur verte, c'est une tendance qu'on avait donc repérée et qui corrèle beaucoup aussi avec la keynote qu'on avait vue tout à l'heure. Donc une stratégie finalement de reporter cette coût de transition, de création de nouveaux réseaux, donc réseaux de chaleur ou de réseaux photovoltaïques qu'on avait vu dans le cas de ZAC Étoile, et de faire porter donc par un acteur tiers, un nouveau acteur qui va donc rejoindre l'équipe de l'aménagement opérationnel. Donc, comme vous vous en doutez, cette option, elle est bien favorable pour le montage financier d'opérations. On trouve beaucoup plus facilement équilibré le fait qu'il y a un nouveau acteur qui prend les risques sur lui. Quand on voit, pas juste dans les cas de la ZEC Étoile, mais aussi ailleurs, ça marche très bien pour les cas des réseaux de chaleur. Et on arrive donc à construire, à gérer et avoir du coup aussi la gestion d'abonnement qui est assurée par cet acteur, et on arrive facilement à trouver les besoins de densité et de taille qui sont nécessaires pour que le montage de cette opération puisse aboutir. Et ce qui se montre problématique encore aujourd'hui pour le photovoltaïque qui va être donc mis en place dans cette même logique de réseau, notamment parce que les opérateurs de photovoltaïque actuels, ils sont quand même vachement plus incités à monter des opérations de grande envergure dans les champs agricoles, etc. Il faut dire que le milieu urbain, les milieux de projet, ils proposent plutôt des petites tailles, soit de toitures, soit de parking, des toitures de parking, donc des espaces finalement limités en termes de superficie pour poser suffisamment de panneaux solaires pour trouver de bonnes rentabilités dans leur modèle économique. Donc, pour conclure, on peut donc quelque part dire que financer la transition énergétique dans le projet urbain, ça veut dire on va essayer de départager les différents coûts entre les différents acteurs. Alors, comme on a vu, il y a une partie qui va donc forcément se poser sur les tiers investisseurs, les tiers acteurs tiers opérateurs des réseaux de chaleur ou de photovoltaïque dans une modalité qui est favorable, et d'autres qui va être portée donc par les opérateurs immobiliers. Toutefois, il ne faut pas oublier que la transition énergétique, elle représente seulement une ambition parmi d'autres. Donc le modèle équilibré, il faut qu'il soit trouvé, il faut qu'il arrive à porter aussi d'autres ambitions que le projet urbain peut et a vocation à porter. Donc les ambitions sociales, un usage, notamment l'accession à un logement abordable. Donc, quelque part, on peut aussi dire que si les collectivités et les projets urbains arrivent à sortir avec des ambitions énergétiques ou environnementales fortes, c'est aussi qu'il y a cette stratégie ou la solution de réseaux de chaleur qui fonctionne bien et qui permet à atteindre finalement le montage équilibré. De ce fait, on observe un peu partout dans les milieux urbains le réseau de chaleur qui est maintenant une référence, une solution clé pour à la fois les acteurs de l'aménagement, mais aussi finalement pour les opérateurs qui sont derrière et qui ont donc leur marché. Et via cette solution, on arrive à intégrer les énergies renouvelables dans les projets d'aménagement. Ce qui veut dire, ce qui peut se montrer un peu problématique, notamment par rapport à la temporalité longue des projets d'aménagement, c'est la cohabitation de ces deux projets qui doivent coexister, donc à la fois le projet énergétique et le projet d'aménagement lui-même, qui peut se donc retrouver impacté sur son montage financier initial, comme on avait vu dans le cas de photovoltaïque à ZEC Étoile, où l'opérateur il fonctionne dans ce modèle, et si la temporalité longue va impliquer donc un changement réglementaire ou autre, il peut donc le montage équilibré finalement il peut se retrouver fragilisé et peut in fine partir sur une solution, sur besoin de trouver une autre solution, et donc ou sinon rendre finalement la solution technologique initialement trouvée et jugée comme la bonne obsolète, et il va falloir trouver une autre solution. Voilà. Merci. Merci pour cet exemple, un bel exemple de financement avec une gouvernance et de la coproduction. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On va faire la prise de questions après chaque intervention.
donc ne soyez pas timides. Moi, j'en ai peut-être une première. On n'a pas évoqué, est-ce que vous avez eu des blocages pour monter vos partenariats ou pour imposer des ambitions ou des solutions environnementales? Est-ce que vous avez fait face à certains blocages ou pas? Des blocages, pas forcément. Les ambitions environnementales, en fait, elles sont traduites dans les documents cadres de la ZAC, en l'occurrence le CPPE. Elles sont validées et portées par la collectivité, évidemment, et par l'aménageur. Et ensuite, forcément, elles sont soumises aux différents opérateurs immobiliers. Donc c'est là, effectivement, que lorsqu'on pousse les curseurs un peu haut, qu'on peut être confronté à des difficultés. Alors, pas d'opposition, mais disons des difficultés à atteindre l'ensemble des objectifs, qui sont, encore une fois, qui sont assez élevés sur cette opération. Et donc, ça peut nous amener parfois à trouver des points de conciliation avec certains opérateurs, mais ça oblige surtout en fait à mettre de la matière grise dans la réflexion. C'est-à-dire que en fait, ça oblige aussi les équipes de concepteurs et les maîtres d'ouvrage à passer plus de temps à réfléchir pour optimiser au maximum ce qui peut l'être et pouvoir en fait garantir l'atteinte des objectifs. Ce qui est à noter aussi, c'est que sur cette opération, les exigences sont les mêmes, quels que soient les types de produits. C'est-à-dire qu'on soit en social, en logement abordable ou en accession, on a exactement les mêmes exigences. Pour pouvoir faire cela, alors que, évidemment, les bilans de chaque opération sont très différents et que en abordable, les prix de vente sont capés, la stratégie qui a été adoptée avec la collectivité et l'aménageur, c'était d'associer le logement abordable, qui est en fait le plus compliqué à mettre en œuvre, de l'associer soit à de l'accession libre, soit à du social. Et donc, en fait, il y a une forme de péréquation à l'échelle d'un lot plus conséquent qui permet d'atteindre les objectifs, quelle que soit la nature de l'opération. Et donc, au final, que vous soyez en social, en abordable ou en accession, vous bénéficiez exactement de la même qualité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à notre prochaine intervenante? Alors, je vais donner la parole à Laura Astier. Donc, on va parler avec vous du développement des matériaux biosourcés et issus du réemploi et comment la démarche à l'échelle territoriale et l'accompagnement avec les acteurs de terrain a pu jouer un rôle dans le financement du projet et là où vous avez peut-être gagné ou perdu des arbitrages. Merci beaucoup Amandine et bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous partager la stratégie territoriale d'économie circulaire dans le BTP du territoire Est Ensemble qui permet dans le cadre de cette table ronde d'illustrer toute la partie développement de nouvelles filières constructives sur le territoire. Donc peut-être pour vous recontextualiser le territoire de l'EPT Est Ensemble, donc on est sur un territoire en Seine-Saint-Denis donc qui regroupe 9 villes, établissement public territorial de 440 000 habitants et habitantes. On est sur le deuxième territoire métropolitain le plus dense après Paris et en forte mutation, donc avec 12 projets de renouvellement urbain, une dizaine de ZAC et des périmètres d'études urbaines. Et le fait qu'il y ait autant de chantiers sur le territoire nous oblige d'un point de vue environnemental. Donc le secteur du BTP représente 27% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. On avait réalisé une étude en 2019 qui montrait tous les gisements présents sur les chantiers et qui montrait donc un potentiel de boucle locale d'économie circulaire entre ces chantiers dans une logique d'économie de ressources sur le territoire. Et tout cela a été formalisé dans des documents cadres du territoire, notamment un plan climat air-énergie territorial révisé l'année dernière qui intègre un volet économie circulaire renforcé, notamment pour les projets urbains. Donc pour vous dresser un peu le panorama de cette stratégie, on a 3 grands piliers. Un premier qui est d'accompagner le changement de pratique sur les chantiers en lien avec l'ensemble des acteurs de la filière. Un deuxième grand pilier qui est de structurer une filière économique locale avec l'implantation d'acteurs du réemploi de matériaux et dans une logique de créer des emplois locaux, donc fortement portés par les élus.
Et un troisième pilier qui est de mutualiser des outils, qu'on soit sur des outils d'échange de matériaux, mais plus largement sur une animation territoriale au service de la montée en compétences collectives sur l'économie circulaire, et aussi dans le cadre d'un écosystème plus global en lien avec les territoires voisins. Donc pour vous illustrer le premier pilier sur le réemploi des matériaux, la stratégie d'économie circulaire a été impulsée par un financement, donc le dispositif ENRU+, pour l'innovation dans les projets de renouvellement urbain. Donc on a commencé à tester l'économie circulaire BTP avec des projets pilotes de réemploi dans les PRU, où on mettait à disposition, et on continue de mettre à disposition, une assistance à maîtrise d'ouvrage économie circulaire pour les bailleurs. Donc vous avez une illustration sur la slide de dépose soignée de dalles granito aux marches d'escalier par Seine-Saint-Denis Habitat, que vous pouvez retrouver dans la Maison des Canaux dans le 19e, et in situ sur le projet de renouvellement urbain Gagarine, sur du mobilier urbain au sein d'un verger. Et en parallèle de ces projets pilotes, on a structuré un document socle qui est la charte pour l'économie circulaire dans l'aménagement et la construction, signé par 55 acteurs à date, et qui est un peu le socle d'une animation où on réunit chaque année les signataires pour suivre les engagements et poursuivre la dynamique pour engager davantage de chantiers. Et sur la base de ces premières actions, sachant que la charte consiste seulement en des engagements méthodologiques, il y a eu toute une réflexion côté Est Ensemble sur la stimulation de la demande en matériaux de réemploi qu'on diffuse aujourd'hui via des objectifs chiffrés dans différents documents, contrats d'objectifs environnementaux avec les aménageurs, fiches de l'eau et PLUI, mais j'en parlerai juste après. Sur la partie matériaux biosourcés, l'engagement d'Est Ensemble se formalise par la signature du pacte bois biosourcé du réseau FIBois, et qui répondait notamment à une demande citoyenne suite à une convention locale pour le climat qui a été organisée en 2021. Et sur le sujet des matériaux biosourcés, pour vous situer un peu comment Est Ensemble se positionne, on est vraiment dans un rôle d'une part d'acculturation, en organisant, relayant des visites, des formations, et aussi face à des questions, interrogations, contraintes potentielles qui peuvent nous être remontées dans une démarche d'accompagnement et d'appui en ingénierie. Et du coup, depuis cet été, on met à disposition une assistance à maîtrise d'ouvrage biosourcée à destination des bailleurs et des villes dans les projets de renouvellement urbain, dans cette logique d'étudier l'intégration de matériaux biosourcés à des coûts qui soient maîtrisés. Et de la même façon, dans les AC, on a un suivi plus appuyé avec un regard sur la matérialité dans le cadre d'ateliers, notamment avec les promoteurs en phase conception. Et donc pour illustrer la slide, vous avez un groupe scolaire en chantier de la ville de Bobigny qui intègre pas mal de matériaux biosourcés, et juste en dessous une passerelle sous maîtrise d'ouvrage de la SPL Ensemble, donc aménageur du territoire, qui va être inaugurée à la fin du mois avec un tablier mixte bois-béton pour traverser le canal de l'Ourcq sur le territoire. Et donc, je vous parlais du PLUI. Donc, sur le PLUI, il y a des prescriptions environnementales et énergétiques assez fortes qui vont au-delà de ce qui peut être de la réglementation nationale. Donc, un premier point, c'est la RE 2020 anticipée, où depuis 2023, on demande l'anticipation des seuils, notamment, les seuils IC Construction et IC Énergie. Et donc ça s'est décidé dans la continuité d'engagements précédents, notamment dans l'expérimentation E+C-. Et depuis une modification entrée en vigueur cet été, il y a eu tout un enrichissement sur l'économie circulaire, les matériaux biosourcés et géosourcés, avec l'intégration d'objectifs chiffrés à la fois sur le béton à partir de granulats recyclés et le recours à des matériaux de réemploi, et ainsi que la déclinaison du pacte FIBois. Et donc, du coup, cette panoplie intégrée dans le PLUI amène à différents enjeux qu'on constate dans le cadre du suivi des projets. Déjà, un enjeu d'adaptation des projets dès la phase de programmation pour bien prendre en compte ces prescriptions. Et on constate aussi une évolution de la méthodologie en phase conception. Et du coup, je rejoins ce qui était dit juste avant sur toute la matière grise en phase conception, où on voit que, typiquement,
Dans les ZAC, voilà, on est tous autour de la table, aménageurs, collectivités partenaires, opérateurs, et on est dans une démarche d'accompagnement à la transition. Et un autre enjeu, du coup, aussi, c'est la proposition d'outils de suivi pour l'instruction des autorisations d'urbanisme. Et donc là-dessus, le PT est en lien avec les villes qui instruisent ces autorisations. J'en arrive au deuxième grand pilier qui est donc de structurer une filière économique locale. L'objectif là pour moi c'est plus de vous montrer un peu le foisonnement, l'écosystème riche d'acteurs du réemploi sur le territoire qui se structure. Le levier bien sûr dans un contexte aussi dense, ça reste celui des occupations temporaires où on a l'enjeu derrière et la volonté de pérenniser ces activités sur le territoire. Et Est Ensemble mobilise également des dispositifs de soutien financier pour les activités de l'économie sociale et solidaire. Et donc du coup sur la slide vous avez différents ateliers de reconditionnement, donc Cycle Up qui reconditionne des sanitaires à Noisy-le-Sec, Mobus qui reconditionne des dalles de faux planchers techniques à Bondy, différents acteurs du réemploi de bois, notamment Pimp Your Waste qui est une menuiserie circulaire soutenue par un dispositif Tempo en faveur des occupations temporaires. Et une plateforme de réemploi des compagnons bâtisseurs Île-de-France. Donc il y a une association qui intervient en quartier prioritaire politique de la ville auprès des habitants pour leur chantier au quotidien et qui a implanté sa plateforme de réemploi régionale sur notre territoire. Et donc l'objectif derrière, bien sûr, c'est d'avoir des projets d'immobilier économique qui soient pérennes sur le territoire. Donc l'année dernière ont été inaugurés les ateliers d'hydro à Pantin, hôtels et pépinières d'entreprises autour de l'éco-construction. Vous avez à Noisy-le-Sec et Romainville un projet qui s'appelle l'usine des transitions sur un ancien site industriel de piles et de batteries et où sont implantées aujourd'hui une vingtaine d'entreprises artisanales de la transition écologique, notamment sur le réemploi et où aujourd'hui les scénarios de pérennisation sont à l'étude, notamment via les modalités de rachat de sites sont à l'étude par les collectivités. Et je me permets de m'éloigner un tout petit peu du sujet économie circulaire BTP pour présenter le projet de Venelle, village du réemploi solidaire, qui a ouvert à la rentrée à Montreuil et qui regroupe sur une Venelle tout un collectif d'acteurs de 8 ressourceries, notamment une boutique d'ateliers rares qui travaille le réemploi de bois et qui est implantée sur l'usine de transition. Et en fait, ce projet illustre aussi l'insertion urbaine de ce type de nouvelles filières dans la ville. Et donc là, on est sur une venelle qui connecte 2 axes assez structurants de Montreuil et on est sur des rez-de-chaussée actifs dans le cadre d'une opération de logement d'Altarea Cogedim au sein de la ZAC Fraternité. Et un troisième grand axe d'action d'Est Ensemble est de mutualiser des outils. Donc quand on parle d'outils, il y a à la fois l'aspect physique, donc vers des plateformes, l'enjeu de structurer des plateformes de stockage temporaire à l'échelle des quartiers. Et donc là-dessus, les aménageurs publics du territoire sont des partenaires clés. Donc vous avez une illustration de la plateforme logistique de la SPL Ensemble sur la ZAC Écoquartier à Pantin. Et côté numérique, Est Ensemble s'est engagé dans un projet d'outils numériques qui s'appelle BTP Match. Donc on était partenaire dans un consortium de collectivités impulsé par Pleine Commune, donc en partenariat avec Est Ensemble et la ville de Paris, dans le but de faciliter la rencontre entre offre et demande de matériaux de réemploi, parce que c'est le vrai sujet en fait quand on voit tous les gisements sur les chantiers, d'arriver à faire se rencontrer ces gisements-là, de faire connaître les gisements disponibles. Et c'est un outil qui a été ouvert et qui est en accès libre depuis cet été, qui est aujourd'hui porté par la métropole du Grand Paris. Et donc, je vous invite vivement à vous y connecter. C'est btp-match.org pour recenser vos offres, vos demandes en matériaux de réemploi, et ce qui a aussi pour objectif d'accélérer la mise en œuvre de l'économie circulaire sur les opérations et de gagner en temps passé. Et donc pour conclure et donner quelques perspectives, donc on est sur, côté Est Ensemble, on observe qu'on est quand même sur la thématique de ces matérialités plus durables et reste encore un peu précurseur. La stratégie territoriale, elle a été conçue de manière progressive
et où l'enjeu, c'est de répondre à un besoin d'accompagnement au changement et de lever des freins face à des résistances ou des contraintes qui peuvent nous être remontées. Du fait que les filières soient encore en cours de structuration, on a l'importance de bien s'outiller pour éviter les surcoûts, d'où notre enjeu de partager des assistances à maîtrise d'ouvrage, de monter en compétences collectivement sur ce qui peut se faire. Une veille nécessaire, bien sûr, sur le cadre réglementaire et juridique. On l'a vu récemment avec la mission d'évaluation sur la RE 2020 qu'on a suivie, les évolutions autour de la réglementation incendie avec les matériaux biosourcés, les sujets de cession de matériaux de réemploi. Enfin, ça nécessite bien sûr une certaine veille. Et cette stratégie s'appuie évidemment sur des cofinancements et le soutien de partenaires institutionnels qui est décisif pour poursuivre cette démarche, et l'enjeu au niveau collectivité de consacrer des moyens humains pour ce suivi. Donc l'enjeu bien sûr c'est de poursuivre la démarche. On a aussi des axes d'approfondissement qu'on soit sur la rénovation, la réversibilité des bâtiments, aussi s'intéresser à une gestion plus sobre et circulaire des terres. Et je voudrais conclure mon propos en l'illustrant avec le projet du Grand Chemin, qui est un projet de boucle à travers le territoire d'Est Ensemble en faveur de la désimperméabilisation et des mobilités actives, et où l'équipe projet pousse le curseur assez loin sur l'économie circulaire, avec le réemploi de pavés, de bordures, le reconditionnement de mâts d'éclairage, tout un travail sur la réutilisation de substrats de plantation. Et du coup, ce projet nourrit aussi la stratégie économie circulaire BTP. On est vraiment dans un dialogue entre stratégie et opérationnel, et l'objectif c'est aussi de faire rayonner ce qui se fait déjà sur les chantiers, y compris sur le Grand Chemin, pour engager de nouveaux chantiers dans la démarche et permettre la poursuite du développement de ces nouvelles filières. Merci Laura. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a une question avant de passer à la suite? Oui. Le micro arrive. Bonjour, Margot Holvout, Institut de la transition foncière. Vous avez mentionné à la fin justement les approfondissements que vous souhaitez faire sur les terres excavées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que par exemple les plateformes que vous avez mentionnées de réemploi, Matchup par exemple, ou les dernières évolutions dans le PLUI intègrent ces questions justement d'économie circulaire pour une gestion in situ et une refonctionnalisation éventuellement dans le cadre du projet Grand Chemin par exemple? Oui, merci pour cette question. Du coup, dans le cadre de cette dernière modification du PLUI aujourd'hui en vigueur, on a effectivement intégré le sujet de la gestion des terres. Donc, dans l'orientation thématique environnement, en parallèle des objectifs sur le réemploi de matériaux, on a toute une partie préservation de la trame brune pour la partie biodiversité, et sous l'angle ressources, on demande à privilégier une gestion in situ des terres. En parallèle, on s'intéresse à la filière de technosol, terres végétales recyclées, dans le but de refertiliser des terres inertes. Donc là-dessus, on est vraiment dans une logique d'aller chercher les bons fournisseurs, les faire connaître, les tester aussi, en particulier sur le projet du Grand Chemin. Et dans le cadre de futurs projets d'aménagement sur le territoire, l'objectif, c'est dès la phase programmation, d'intégrer cette donnée terre via étude de faisabilité en amont, réfléchir à une potentielle plateforme. Ça fait vraiment partie des sujets à l'étude. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? J'ai une question en fait sur les pratiques et la réglementation. Est-ce que vous avez à ce stade réussi à lever les obstacles de l'utilisation du réemploi sur le gros œuvre? Est-ce que vous avez la dernière fois j'ai regardé, c'était il y a à peu près 5 ans, donc est-ce que les choses ont changé depuis? Est-ce que le réemploi dans le gros œuvre s'est développé autant que pour le second œuvre? Et comment avez-vous levé ces obstacles, notamment assurantiels? Merci. Là-dessus, effectivement, c'est surtout le réemploi de matériaux de seconde œuvre qui est développé à date, et les acteurs du réemploi qui sont implantés sur le territoire manipulent des matériaux du second œuvre. Nous, un peu le
rôle qu'on joue sur le réemploi de grosses œuvres. C'est une expérimentation sur le réemploi de béton qui est portée depuis plusieurs années sur le PRU Gagarine, où en fait, en partenariat avec Seine-Saint-Denis Habitat, Seine-Saint-Denis Habitat a découpé des murs de refend sur une des constructions qui avait lieu, et l'objectif c'est de réemployer ce béton en pavé pour les espaces publics. Du coup, ça répond pas tout à fait au réemploi en gros œuvre. Du coup, la source c'est du gros œuvre, mais on va pas réemployer le mur pour en refaire un mur. Mais pour autant, le réemploi de béton reste assez précurseur et innovant. Et donc, on essaie de faire aboutir cette expérimentation. Là, il reste à scier les pavés. C'est réalisé par la SPL Ensemble, un aménageur. Et l'idée, c'est d'étudier la réplicabilité de cette démarche. Mais bon, à date, c'est plus simple de réemployer d'autres types de matériaux que du béton. Oui. N'hésitez pas, Benoît, à parler dans le micro pour... Oui, pardon, je disais que sur le gros œuvre, en fait, on est plutôt sur une logique de recyclage que de réemploi, puisqu'en fait, le béton, on a un exemple à Sartrouville, sur NPNRU également, où on reconcasse le béton des démolitions pour le réinjecter dans les bétons qui vont servir à construire les nouvelles constructions. Donc, c'est plus une logique de recyclage que de réemploi. Le réemploi du gros œuvre, ça pose des questions de calcul technique et donc assurantiels qui sont encore un peu, je pense, trop compliqués à mettre en œuvre. Donc en fait, on trouve d'autres solutions pour être plus vertueux. Merci pour ce complément. On reprendra des questions après, de toute façon, à la fin, on va avoir un nouveau temps. Et on va maintenant écouter Véronique Levillier et Emmanuel Roland qui vont nous parler du quartier Charles Renard à Saint-Cyr-l'École et de cette innovation organisationnelle qui est la copromotion. Véronique, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Déjà, alors là, malheureusement, on n'a pas beaucoup parlé de remploi parce que le site tel qu'on l'a récupéré en 2008, c'était une ancienne caserne, donc complètement imperméabilisée, bien évidemment. Mais il a fallu surtout le dépolluer dans tous les sens, puisqu'il y a eu une grosse dépollution pyrotechnique, tout d'abord, puis une dépollution chimique. Donc inutile de vous dire que quand on a récupéré le site, il n'y avait plus rien du tout. Il a même fallu recompacter les sols, tellement ça avait été modifié, bougé, etc. Alors Saint-Cyr-l'École, c'est une ville juste derrière Versailles, hein, donc à l'ouest de Paris. On voit ici centré sur la photo de l'école militaire de Saint-Cyr avec le kiosque qu'on a pu réaliser dans le cadre de la ZAC, puisque nous sommes d'abord à l'origine aménageurs, hein, bien sûr, de la ZAC, pour le compte de la ville. C'est un site d'exception justement à cause de sa position juste derrière l'école militaire, mais aussi en lien avec la plaine de Versailles, puisque juste derrière l'aérodrome de Saint-Cyr, vous êtes en lien avec la plaine de Versailles. Donc on a eu beaucoup d'obligations côté ABF, et notamment, vous le verrez, il y a une photo tout à l'heure, des très très grands tridents, enfin on a appelé ça des tridents, qui sont en fait des réponses à l'étoile des chasses de Versailles. Donc vous voyez, il faut quand même un petit peu aller les chercher, mais ça fait quand même des grandes largeurs de 50 mètres dans le quartier. C'est relativement rare aujourd'hui de trouver ça. C'est un écoquartier de à peu près 1900 logements en tout, une trentaine d'hectares, avec les équipements hein, qui vont avec, je n'explique pas beaucoup plus. Simplement pour dire qu'on est à peu près à 85% de réalisation, ça donne un petit peu des idées et surtout un peu un retour d'expérience par rapport à l'utilisation d'un certain nombre de matériaux. Voilà, là, sur la photo, on voit bien justement cette espèce de grande coulée de 50 mètres qui nous sert évidemment aussi, bien sûr, à gérer les eaux de pluie, puisqu'on est quand même en gestion des eaux centenales dans les espaces publics et vingtenales dans les espaces privés, donc c'est quand même rare également.
On a des cœurs d'îlots très paysagers. On est assez content quand même d'avoir réussi. Alors, on voit là certaines photos d'arbres qui sont un petit peu maigres, mais encore une fois, en 2011, quand on a fini tous les travaux de mise en état des sols, il n'y avait rien du tout. Donc, c'était déjà quand même pas mal d'avoir un certain nombre d'avoir la végétation quand même qui a poussé. Et on a vraiment tenu à ce que tous les cœurs d'îlots soient paysagers avec notre paysagiste et notre urbaniste TGTFP. Forcément, dans cette ZAC, on avait un cahier des charges très précis qui allait relativement loin dans toutes les exigences, notamment sur certains matériaux, puisque dès l'origine, bon, c'était pas toujours évident à ce moment-là, tout ce qui était PVC était interdit. On n'a pas pu avoir, nous, de réseau de chaleur pour des questions de densité et d'accessibilité à cet endroit-là. Voilà, on le regrette, mais enfin, il n'y avait pas non plus de réseau vraiment constitué à proximité. On avait aussi, comment dire, avec justement les architectes des bâtiments de France, beaucoup de prescriptions très spécifiques également. Et donc notre objectif pour les derniers lots de la ZAC, puisque là on est vraiment sur la fin de l'ensemble du quartier, on avait en plus des exigences qui se sont bousculées, enfin je ne sais pas si c'est le terme, mais en parallèle on a pas mal évolué aussi à Grand Paris Aménagement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la ZAC elle date de 2008, donc forcément, heureusement on a évolué tous en même temps. Et on a construit un socle d'exigences en interne qui fait que quand on a voulu lancer une consultation pour trouver cette fois un copromoteur sur cette opération, on avait des exigences un petit peu plus, encore plus développées que celles qu'on avait dès l'origine. Donc là, pour vraiment donner simplement un exemple de toute notre thématique de cet après-midi, on est sur le bâtiment emblème, donc notre première copromotion à Grand Paris Aménagement, où là, on a en 2001 lancé une consultation pour 2021, pardon, oui, c'était un peu il y a longtemps quand même là. En 2021, pardon, lancer une consultation pour trouver un copromoteur qui partage notre socle d'exigences, notamment sur tout ce qui était adaptation au changement climatique, travail sur l'enveloppe bioclimatique, logement traversant, voilà, tout ce qui était aussi, mais Emmanuel le développera, les cages d'escalier avec des éclairages naturels, etc. Donc avec quelqu'un qui partage tout ce socle, encore une fois, mais aussi qui nous garantisse une commercialisation qui soit en lien avec, évidemment, les prix pratiqués sur le quartier et une sortie qui soit finançable par les acquéreurs. Emmanuel, je te laisse continuer. Merci. Donc effectivement, la présentation de la résidence emblème à Saint-Cyr-l'École, elle s'inscrit cet après-midi dans le cadre de ce focus sur les nouvelles techniques constructives, ou en tout cas leur généralisation, et en l'espèce pour ce qui est d'emblème, c'est le hors-site, la préfabrication. Et finalement, c'est probablement une bonne idée de l'analyser comme on analyse tous nos projets, c'est-à-dire sous un angle qualité-coût-délai. Alors, si on se parle de qualité tout d'abord, il faut citer notre architecte, qui est le cabinet Obo à Bordeaux, qui a fait un boulot fantastique. Vous voyez un plan masse paysager à droite et puis une photo juste avant les livraisons en bas à gauche de l'écran. Tout ça pour vous dire évidemment que le fait d'avoir une trame extrêmement tenue, conditionnée par l'utilisation de pans entiers du bâtiment, on le verra juste après, qui sont fabriqués en usine, ça n'empêche absolument pas la créativité, d'une part. Et d'autre part, en l'espèce, ça a même probablement permis un rendu meilleur, puisque l'ensemble des façades principales de la résidence sont en enduit matricé, et que la qualité, enfin pardon, en béton matricé, pas en enduit matricé, en béton matricé, et que la garantie d'un rendu à la fois homogène en couleur, en aspect, en qualité, elle a été permise par la réalisation en atelier,
L'architecte, le maître d'œuvre et les équipes de maîtres d'ouvrage ont fait plusieurs dizaines d'essais de textures et de couleurs en usine avant de trouver la bonne teinte. Et ensuite, l'industriel, qu'on citera tout à l'heure, nous a permis d'atteindre pour l'ensemble des développés de façade un rendu parfaitement uniforme. La qualité aussi dans la mise en œuvre du projet et donc dans les qualités de livraison, puisque évidemment on construit avant tout pour les clients qui vont habiter. On a livré des clients cet été, on livre les derniers bâtiments dans quelques jours avec une satisfaction importante de nos clients. Et là aussi, quand on aborde la construction sous l'angle du hors-site et de l'après-FA, on y trouve aussi un avantage en termes de qualité de réalisation et donc de satisfaction pour nos acquéreurs, de satisfaction, j'espère aussi, pour la ville, puisqu'on inscrit notre bâtiment dans un quartier. Le deuxième élément, c'est le coût. Dans sa conclusion tout à l'heure, Alena posait la question de sur qui va reposer le coût, d'une part, et comment est-ce qu'on fait pour que ce logement reste abordable. À notre avis, c'est vraiment une question absolument centrale, parce que si on se fait plaisir à fabriquer un truc magnifique, fait en usine, apporté en péniche, mais que les gens ne peuvent pas le payer, en fait, ça n'a aucun intérêt, parce qu'on le fera une fois pour faire un prototype, et ensuite, tout le reste de notre production sera traditionnel, et donc on sera passé à côté de l'opportunité d'améliorer le délai, de décarboner le cycle de construction, d'améliorer la qualité de vie pour les compagnons qui ont travaillé, pour les riverains qui ont subi le chantier, bref, d'améliorer notre manière de produire. En l'occurrence, sur ce projet, on a fait le double travail de faire un chiffrage classique en phase de conception et ensuite de le confronter avec l'appel d'offres. Et on a estimé la dérive à moins de 5%. Alors 5% c'est beaucoup, mais quand on avait commencé à travailler, on s'était dit que de tenter de tout faire en hors-site, ça allait nous coûter au moins 15% de plus. On avait prévenu notre associé, qui était aussi notre aménageur, qu'on n'était absolument pas certain. Mais finalement, on s'aperçoit que la maîtrise du coût de revient et donc la maîtrise du prix de vente est possible. Elle est possible à une condition, et c'est ce qui a été fait sur ce projet, c'est d'intégrer dès la phase de conception des industriels avec nous pour que le premier dessin réalisé par l'architecte et les bureaux d'études soit le dessin juste et qui soit adapté une fois qu'on va le passer sur le banc de l'industrie. De sorte qu'on avait choisi les industriels qui nous accompagnaient dès l'origine. Je prends l'exemple de Rector, qui fait des planchers préfa qu'on avait mis en œuvre sur une opération précédente avec nos partenaires de l'EPAMARN à Bussy-Saint-Georges, opération au cours de laquelle on a beaucoup appris, et ce qui nous a permis, quand on est arrivé à Saint-Cyr-l'École, d'intégrer dès la conception les planchers Rector. Donc ça, c'est pour la partie coût. Vous voyez sur cette slide les éléments préfabriqués qui ont été réalisés. Alors pour les murs de façade, des éléments double pot, isolation par l'extérieur avec une couche de béton matricé appliquée sur l'isolant. Vous voyez pas, mais on a aussi des éléments préfabriqués en bois. Toutes les attiques ont été faites, ont été réalisées en bois. Tous les refends intérieurs, notamment séparatifs logement et entre logement et cage d'escalier, sont réalisés en cloison SAD. Et c'est uniquement pour des petits modules, notamment les retours de loggia, où on a travaillé en maçonnerie. Alors vous avez sur cette photo un exemple, et c'est le troisième point après la qualité et le coût, c'est le délai. Vous avez une vue d'une part pendant le chantier et d'autre part en atelier d'un élément de façade prêt à être expédié. Alors il se trouve que ce projet de Saint-Cyr-l'École, il s'est passé comme on aimerait que se passent absolument tous les projets qu'on mène, c'est-à-dire que Véronique le disait tout à l'heure, on a été désigné lauréat à l'été 2021, on a livré les 140 logements à l'été 2025, tout faire en 4 ans, avec au milieu une petite dépression du marché de l'accession en France. C'est remarquable. Alors, il y a une part de chance, ça c'est certain. Et puis, il y a aussi une part qui est liée d'abord à l'intégration contrainte dès la conception des industriels, ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps. On aurait beaucoup moins bien travaillé s'ils n'avaient pas été avec nous dès l'origine. Et puis, d'autre part, la capacité à atteindre le hors d'eau hors d'air en 8 mois, c'est-à-dire à peu près avec au moins
3 à 5 mois d'avance sur une construction traditionnelle, ce qui a beaucoup d'effets positifs. Un des effets positifs, notamment, c'est de rapprocher la date de livraison pour les clients. Et outre le fait que ça leur fait plaisir, donc ça nous fait plaisir, ça les incite à venir acheter. Et donc, on a eu une commercialisation plus rapide. Et il y a une espèce de cercle vertueux qui s'engage et qui donc dépasse très largement juste le cadre du chantier. Ce qu'on n'a pas fait et qu'on aurait bien aimé faire et qu'il faudra probablement ajouter la prochaine fois dans la liste des courses, c'est que cette opération aurait probablement été adaptée à l'intégration BIM. On ne l'a pas fait parce que quand on a démarré, on s'est dit qu'on se mettait déjà plein de contraintes et qu'on n'allait pas ajouter celle-là, et que l'écosystème de nos partenaires, pas tant ingénierie que chantier, était encore et est encore assez peu aguerri sur ces thèmes-là, mais il y a probablement un objectif d'amélioration encore du délai et de la qualité si on peut intégrer cet élément supplémentaire. Dans cette résidence, il y a 2 éléments qui n'ont pas grand-chose à voir avec la construction hors site, mais dont on aime bien parler quand même, parce que c'est ce qui fait la singularité de Care Promotion, et c'est ce qui a fait que le partenariat aussi s'est engagé avec les équipes de Grand Paris Aménagement. C'est d'abord l'intégration du label Santé Plus, qui est un label qu'on a développé juste avant le Covid. Alors le mot extrêmement chic, c'est holistique, mais il n'existait pas de label qui prenne en compte l'ensemble des déterminants de santé, c'est-à-dire des éléments techniques, mais aussi des éléments plus psychologiques ou sociétaux. Et donc on s'était mis en quête en 2019 de réfléchir à l'ensemble des cibles qu'on pouvait rechercher afin d'atteindre des bâtiments qui soient le plus favorables à la santé. Et donc c'est le label Santé Plus qui est audité et décerné par un organisme certificateur indépendant qui s'appelle Prestataire, qui a été mis en œuvre sur cette opération. Pourquoi je vous en parle, à part pour faire la pub de Santé Plus et de Care Promotion, c'est pour vous dire que ça a aussi eu un impact sur la conception même de la résidence, puisque parmi les 13 cibles qu'on poursuit dans le cadre du label, il y a une cible sur l'éclairement des logements, et il s'est trouvé que ce lot et le plan base guide qui était fourni par l'aménageur était particulièrement adapté à une conception particulière. Ce que vous ne voyez pas là, c'est qu'on est dans la plaine de Versailles et que les vents dominants sont particulièrement forts, et donc le plan masse, outre le fait que l'architecte avait envie de le dessiner comme ça, il tient compte de ces 2 contraintes qui sont la présence de vents dominants qui peuvent être importants pour éviter un effet couloir dans le cœur d'îlot, et d'autre part la capacité à gérer au mieux les orientations des appartements, sachant qu'on donne directement sur le parc de l'école militaire qui a l'avantage de proposer un dégagement très important pour nos clients. Donc ça, c'est pour le label Santé Plus. Et puis le deuxième point, et qui est d'ailleurs un des éléments de Santé Plus sous l'angle santé psychologique, on a une marque qui s'appelle Amba, qui développe et qui exploite des locaux de coworking au rez-de-chaussée de nos résidences. Ça s'appelle Amba parce qu'en général, on les met au rez-de-chaussée. Et justement, on en a développé un sur le projet de Saint-Cyr-l'École. Et tout ça, de manière générale, participe du confort de cette résidence, de son succès commercial et de son succès tout court. Et encore une fois, au risque de faire de la redite, je veux redire à nouveau ce qui a été dit au début de cette présentation. Cette résidence dont vous voyez des photos, alors le beau est éminemment subjectif, moi je la trouve très chouette, à la fois très bien dessinée et très bien réalisée. Les photos de cette résidence, ils nous montrent qu'on peut innover, on peut mettre en œuvre des techniques qui ne sont pas révolutionnaires, mais qui ne sont pas les techniques habituelles qu'on met en œuvre pour la construction de nos résidences, tout en satisfaisant d'une part les exigences de programmation, de performance et de qualité esthétique d'un aménageur, en respectant les budgets d'acquisition de nos clients, puisque ça a été un grand succès commercial, en permettant aux promoteurs de faire une marge, parce que si le promoteur fait durablement pas de marge, il n'y a plus de promoteur, et en proposant quelque chose qui est tout à fait réplicable et qui présente une vraie amélioration en termes de bilan global de projet sous ces 3 angles, donc la qualité de l'opération, son délai de réalisation et son coût complet pour l'ensemble des parties prenantes. Je ne sais pas si tu veux ajouter un mot.
cette troisième présentation. Est-ce qu'il y a des questions pour cette présentation-là? Je vous en prie. Merci pour votre présentation. J'ai une question sur la durabilité. Quelle est la durée de vie qui a été pensée dans la conception avec ces industriels? Excusez-moi, vous pouvez mettre le micro plus près, sinon on ne vous entend pas. Oui, excusez-moi. Je me pose la question, en fait, comment a été pensée la durabilité dans la conception avec ces industriels pour ces bâtiments, quid de la maintenabilité et de la réaffectation des surfaces, par exemple, donc l'aspect, l'évolutivité en fait de ces bâtiments. Est-ce que ça a été pensé en profondeur, avec une grande profondeur temporelle ou pas? Alors, pour répondre à la dernière partie de votre question, pour ce qui est de l'évolutivité, oui, notamment grâce au sujet des cloisons SAD, où au moment de la conception, on s'est dit, en mettant des refends facilement modifiables, on facilite l'évolutivité des logements. En réalité, si ce travail technique il n'est pas coordonné avec le volet juridique, c'est un peu compliqué parce que le règlement de copro constitue une contrainte assez forte. Si jamais vous êtes copropriétaire, vous savez que parfois c'est difficile de faire bouger vos voisins pour modifier un règlement de copropriété, de sorte que techniquement l'évolutivité elle est possible. Dans les faits, je serais, dans la mesure où on n'a pas poussé le travail jusqu'à un règlement de copro alternatif par exemple, je ne suis pas certain que ce bâtiment fera l'objet d'évolutivité logement importante. Quant à son changement de destination, franchement, ça n'a pas été pensé comme ça. Pour ce qui est de la durabilité, je ne sais pas vraiment répondre à votre question. Je pense que la contrainte est la même que si ça avait été en béton classique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le cahier des charges, on n'a pas prescrit de contraintes particulières sur une durabilité plus grande. Quant à la maintenabilité, votre question du milieu, il y a assez peu d'éléments techniques nécessitant de la maintenance. Je pense que l'élément principal, c'est les PAC, c'est les pompes à chaleur installées, qui sont finalement sans lien direct avec le mode constructif. Pour ce qui est du mode constructif, je n'ai pas en tête je ne pense pas à des sujets de maintenance particulières qui différeraient d'une construction en béton banché ou en maçonnerie. J'espère que ça répond à votre question. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, plus générales, ou sur cette dernière intervention? Alors, je vais peut-être me lancer. Moi, j'ai plutôt une question pour vous tous et toutes. Quel serait le plus grand défi que vous pourriez identifier sur votre projet, et notamment par le prisme du financement? Je suis intéressée sur les trois projets parce que vous mettez quand même en avant des façons de faire un peu différentes. Et je me pose la question, vous avez fait face à quel grand défi? Si vous deviez en prendre un, parce que je pense qu'il y en a eu plusieurs. Qui se lance? Allez, moi je me lance. Bon, je vais me répéter, mais sur cette résidence donc, qui fait à peu près 140 logements, il y a quelques logements qu'on a vendus en logement intermédiaire, les autres ont été vendus sur le bureau de vente qui était installé devant le terrain. Et donc le défi du financement aujourd'hui, c'est le défi du financement de nos acquéreurs, puisqu'on vend du logement à l'unité pour des gens qui les achètent en général pour habiter, et que donc il faut qu'on arrive à fabriquer quelque chose qui à la fois leur plaise pour qu'ils déclenchent l'achat, et une fois que ça leur plaît, il faut que ce soit finançable. Alors c'est d'actualité puisqu'il semble qu'il y ait une petite tension éventuelle sur les taux d'intérêt. Nos banquiers nous disaient en début de semaine que les taux étaient plutôt à nouveau orientés à la hausse, les taux de crédit à l'habitat. J'ai l'impression que pour ce qui nous concerne en tout cas, c'est le défi majeur, c'est-à-dire d'une part à fabriquer des choses que les gens puissent acheter, et ensuite être garanti que nos clients, eux, auront la capacité de pouvoir d'achat pour s'emporter acquéreur. Je n'ai pas l'impression qu'on ait besoin de financement tiers pour faire ces projets.
Benoît et Alena, vous parliez aussi de qui paye à la fin. Est-ce que vous avez une réponse sur ça? Je ne sais pas s'il répond exactement à cette question, qui paye à la fin, mais en tout cas, qui participe finalement à porter ses coûts à nouveau. Et c'est vrai que je ne l'ai pas très accentué. Il y a donc à la fois les différents acteurs qui participent sur le budget, mais il y a aussi un grand rôle des subventions étatiques publiques qui sont très importantes pour le réseau de chaleur, notamment le fonds de chaleur, mais pour les matériaux, recyclage, etc. Il y a une très part importante qui est assurée et qui facilite la mise en place de ces ambitions et la réalisation qui en dépendent. Et si je devais, donc le deuxième enjeu, quelque part, il s'avère à nouveau avec la temporalité longue et donc évolution d'une idée qui est créée à un moment donné. Et puis, au fur et à mesure qu'on essaye de la mettre en place, on se rend compte que, notamment sur ce qui a perturbé toutes les ambitions énergétiques, quelque part, c'est l'arrivée de la RE 2020 et toutes les ambitions se concentrent sur le carbone. Et donc même le réseau de chaleur lui-même, les acteurs du réseau de chaleur, ils se plaignent un peu d'être impactés finalement par le report d'intérêt vers les pompes chaleur, vers les PAC, vers les pompes chaleur, qui sont jugées plus vertueuses, plus simples, moins chères, etc. Donc il y a finalement cette inflation à la fois réglementaire, à la fois d'autres ambitions qui vont donc prendre dessus et qui peuvent donc être problématiques pour le projet lui-même tel qu'il était défini au départ. D'accord, merci. Laura, vous avez un petit mot à nous dire là-dessus? Oui, de mon côté, j'insisterai sur le besoin d'adaptation de la programmation en amont, du travail partenarial aussi avec les solutions techniques des industriels en phase conception pour maîtriser les coûts des projets et aussi qu'on n'est plus trop dans une logique d'appliquer des ratios de coûts de construction, mais qu'il faut vraiment affiner dans le projet. Et j'apporte aussi un point sur le réemploi, parce que des fois, la question qui arrive souvent, c'est quel est le coût du réemploi. En soi, il n'y a pas un coût du réemploi unique, ça va vraiment dépendre du type de matériaux mis en œuvre, et on n'est pas du tout sur les mêmes, on n'est pas du tout sur les mêmes prix si on parle d'un sanitaire de réemploi qui s'inscrit dans le coût de sanitaire potentiellement neuf, que sur une expérimentation beaucoup plus on va rechercher l'innovation sur le réemploi de béton, où on va avoir besoin de beaucoup de cofinancement. Il y a différents niveaux de projets aussi sur l'économie circulaire, et du coup différents niveaux de coûts aussi derrière. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je repose la question à nouveau. Merci au fond. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Non, on ne vous entend pas trop pour l'instant. Juste avant que vous posiez votre question, il y a un rebond peut-être Non, c'est bon. Je vais essayer de parler plus fort, ça sera plus simple. Qu'est-ce que vous pensez? J'aimerais bien avoir votre avis, peut-être collégial. Je ne sais pas si vous avez... Comme vous travaillez vraiment sur des projets à des échelles vraiment très différentes, qu'est-ce que vous pensez de la suite en fait, du projet, la partie exploitation en fait, des bâtiments qui résulte un peu de la manière dont ils ont été conçus? Est-ce que vous pensez que si on incluait l'impact de toutes ces démarches-là sur le prix de l'exploitation, on pourrait avoir une idée un peu plus globale du financement des projets qui sont faits avec ces alternatives? Qui se lance pour répondre? Je vois qu'Emmanuel est prêt. Toujours prêt. Nous, il se trouve que précisément, on a une focale très courte, et que c'est une critique à faire aux promoteurs, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup penser à la phase d'investissement et pas tellement à la phase d'exploitation. Donc en ça, c'est sûr que, pour répondre de mon côté, plus les opérateurs auront la capacité à mesurer en avance les coûts d'exploitation, à les communiquer à leurs clients et à tenter de les optimiser,
et plus le bâtiment sera vertueux. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un réseau de chaleur privé, selon la négociation que vous allez faire avec votre exploitant, selon le coût que vous allez consentir à la calorie en exploitation, vous allez avoir un coût d'investissement qui va varier du simple au triple. Donc, dans un bilan de promotion, par exemple, mettre une calorie très très chère avec un investissement initial très très bas, c'est une très très bonne idée. Et en ça, c'est vrai que... Non mais, c'est une très très bonne idée jusqu'à ce que ça devienne une très mauvaise idée post-livraison. Et en ça, d'ailleurs, les projets qui sont en comaîtrise d'ouvrage entre un promoteur et un bailleur, par exemple, sont des projets qui sont souvent vertueux parce que le promoteur va amener son exigence de rendement de projet, et sans rendement de projet, il n'y a pas de projet. Et le bailleur, lui, va amener sa vision d'exploitant avec une visibilité, pour reprendre votre question, monsieur, à la fois sur la réversibilité, la maintenabilité et puis les coûts d'exploitation. Donc une manière de répondre un tout petit peu à côté de votre question, mais pour aborder le sujet de l'exploitation, c'est que le mariage entre les équipes chargées de la conception et de la réalisation et les équipes chargées de l'exploitation est sans doute une bonne chose pour mieux prendre en compte les qualités intrinsèques de projet et les modéliser sur le temps long de l'exploitation du bâtiment. Merci. Est-ce qu'il y a des compléments? Pardon, c'est bon, ça marche. Oui, j'avais un complément, alors plutôt sur la question du défi tout à l'heure que sur celle-ci précisément, pour dire que là, en prenant ma casquette aménageur cette fois, de notre côté, le gros défi, je pense, quand on est vraiment à l'échelle du bâtiment, c'est tout simplement de trouver la bonne charge foncière en lien avec nos propres exigences, enfin, je veux dire, arriver aussi à peser le pourquoi de cette charge foncière, et évidemment derrière par rapport à une commercialisation et un prix de sortie des logements. C'est pour ça aussi que nous on s'est lancé dans la copromotion en tant qu'aménageur quand même, toujours pour arriver à mieux cerner ces coûts-là et essayer d'en tirer, alors on n'en est pas encore là, ça paraît très intéressant comme ça, mais en tirer un retour d'expérience justement pour voir dans tout ce qu'on peut prescrire, et il y a des aménageurs dans la salle, je pense qu'ils partagent tout à fait ce sentiment, dans tout ce qu'on peut prescrire, qu'est-ce qui est le plus coûteux, qu'est-ce qui a vraiment un intérêt, qu'est-ce qui a vraiment une conséquence sur derrière le bâtiment, etc. On est vraiment sur ce type de sujet-là, et je pense que si on parle de défis dans l'avenir, c'est quand même quelque chose d'important qui nous attend. C'est noté. Merci pour ce commentaire et ce rajout de réponse aux défis. Je vous remercie à tous et à toutes d'être venus et d'avoir participé à cette table ronde, et je vous remercie aussi, je remercie mes invités. Je vous souhaite une bonne journée. Et vous avez... Vous avez au programme la suite de cet atelier financer l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Et là, on va plus parler de la question du financement de la renaturation et de la biodiversité. Donc, vous pouvez rester si vous le souhaitez.